La ferme se dressait au bord d'une route de campagne que la plupart des gens n'empruntaient que s'ils y étaient contraints. Durant l'été 1976, elle était entourée de champs de maïs et de soja qui s'étendaient si loin qu'ils se fondaient dans l'horizon, interrompus seulement par des lisières d'arbres et des fossés de drainage creusés des décennies plus tôt. La ville la plus proche se trouvait à près de 40 minutes de route, et après le coucher du soleil, le monde y devenait silencieux d'une manière qui semblait absolue. Pas de circulation, pas de lampadaire, juste le chant des insectes, le souffle du vent dans les cultures, et les faibles bruits mécaniques d'une ferme en activité qui s'apaisaient pour la nuit. Les deux sœurs y avaient vécu la majeure partie de leur vie. La cadette, encore adolescente, terminait ses études secondaires et aidait là où elle le pouvait. L'aînée, au début de la vingtaine, avait retardé son départ pour soutenir leurs parents et maintenir la ferme à flot. Leurs journées suivaient un rythme prévisible. Nourrir les animaux, réparer les clôtures, entretenir le matériel, préparer les repas. Elles n'étaient ni impulsives, ni secrètes. Elles étaient enracinées dans cette terre d'une manière qui façonnait chacune de leurs décisions. Ce soir-là, des nuages sombres arrivèrent de l'ouest. Les orages d'été étaient fréquents dans cette partie du Michigan, et personne ne les considérait comme une urgence. Les sœurs terminèrent leur corvée plus tôt que d'habitude, mettant le bétail à l'abri et vérifiant les dépendances avant que la pluie ne s'abatte sur les chemins de terre. Lorsque le tonnerre gronda au loin, elles étaient déjà à l'intérieur, se changeant, discutant de leurs projets pour le week-end et écoutant le temps se faire plus menaçant au dehors. Peu après le crépuscule, la pluie commença à tomber. Elle s'abattit avec force, martelant le toit et les fenêtres, noyant le monde extérieur dans l'obscurité. Les lumières de la maison restèrent allumées tard dans la soirée. Cette nuit n'avait rien d'inhabituel. Aucune dispute signalée par les voisins. Aucun véhicule entendu arriver ou repartir. Aucune coupure de courant soudaine. Quand la maison s'éteignit enfin, la nuit semblait identique à toutes celles que la ferme avait connues. Le matin arriva sans les signes de vie habituels. Les animaux n'avaient pas été nourris. Les portes de la grange étaient toujours fermées. La cuisine restait silencieuse, bien après le lever du soleil. Lorsque les parents se réveillèrent et réalisèrent que les sœurs n'étaient pas dans la maison, la confusion se mua rapidement en inquiétude. Leur lit n'avait pas été défait. Les chaussures étaient encore près de la porte. Leurs effets personnels, sacs à main, papiers d'identité, argent, étaient intacts. Le camion que les sœurs partageaient parfois était garé dans l'allée, exactement là où il se trouvait la veille au soir. Il n'y avait aucun signe de lutte. Aucun meuble cassé, pas de sang, aucune porte ouverte ou fenêtre brisée. La maison semblait figée dans le temps, comme si les sœurs étaient simplement sorties et n'étaient jamais revenues. Les parents parcoururent la propriété, criant leur nom, inspectant la grange, les champs, la lisière de la forêt voisine. La pluie de la nuit avait ramolli le sol, mais il n'y avait aucune empreinte de pas évidente menant au loin. En fin de matinée, la panique avait remplacé l'espoir. Le bureau du shérif fut contacté juste avant midi. En 1976, les services de police ruraux étaient modestes, en sous-effectif, et habitués à gérer des litiges fonciers, des vols de bétail ou des cambriolages occasionnels. Les cas de personnes disparues, surtout s'il s'agissait de jeunes, étaient souvent abordés avec un regard étroit. Lorsque les adjoints arrivèrent, ils prirent des notes,
firent le tour de la maison et posèrent les mêmes questions initiales que toujours. Les sœurs se disputaient-elles avec quelqu'un? Avaient-elles parlé de partir? Avaient-elles des petits amis? Y avait-il des problèmes à la maison? Les parents répondirent à chaque question avec une frustration croissante. Les filles avaient des responsabilités qui les liaient à la ferme. L'une avait un entretien d'embauche prévu la semaine suivante. L'autre était inscrite pour le prochain trimestre scolaire. Elles n'avaient pas fugué. Elles ne disparaissaient pas sans prévenir quelqu'un. Les adjointes écoutaient, mais l'absence de preuves matérielles rendait difficile le traitement de l'affaire comme une activité criminelle urgente. En fin d'après-midi, une petite battue fut organisée. Des voisins se portèrent volontaires. Les adjoints vérifièrent les routes avoisinantes, les fossés de drainage et les parcelles boisées. Les vieux puits furent marqués et inspectés. Les silos à grains furent ouverts et fouillés un par un. Le terrain était vaste et la visibilité limitée par les cultures déjà hautes pour la saison. Chaque pas loin de la maison semblait élargir l'inconnu. Alors que le jour déclinait, les recherches devinrent plus méthodiques qu'optimistes. Les radios crépitaient des mises à jour qui ne menaient nulle part. Aucun vêtement trouvé, aucun objet personnel jeté, aucun signe d'un accident de voiture. Quand la nuit tomba à nouveau, la décision fut prise de suspendre les recherches jusqu'au matin. Les parents furent laissés seuls dans une maison qui leur semblait soudainement étrangère, remplie de l'absence de deux personnes qui avaient toujours été là. C'est ce soir-là, après le départ des adjoints, que la mère remarqua quelque chose qui lui avait échappé. L'un des lits était défait d'une manière inhabituelle. La courte pointe faite main qui reposait normalement pliée au pied du lit avait disparu. Elle n'était pas dans la buanderie. Elle n'était dans aucune autre chambre. Elle n'était ni dans la grange ni dans le camion. Elle s'était simplement volatilisée, tout comme les sœurs. Cette courte pointe avait été confectionnée par la sœur aînée au cours de plusieurs hivers, assemblée à partir de chutes de vieilles chemises, de vêtements de travail et de tissus conservés de vêtements familiaux. Elle n'était pas décorative au sens traditionnel du terme. Elle était pratique, lourde et familière. À ce moment-là, son absence ne parut pas sinistre, juste étrange. Lorsqu'elle fut mentionnée aux adjoints plus tard dans la nuit, elle fut notée puis discrètement écartée. De la literie, ça disparaissait tout le temps. Les gens emportaient des couvertures quand ils partaient. Ce n'était la preuve de rien. Le deuxième jour, la nouvelle se répandit au-delà des environs immédiats. La police d'État fut avisée, mais pas entièrement mobilisée. On discuta de la création d'avis de recherche, mais ils ne furent pas immédiatement imprimés. La supposition, tacite mais bien présente, était que les sœurs étaient parties volontairement et seraient retrouvées en quelques jours. Cette conviction façonna toutes les décisions qui suivirent. Les parents ne dormirent pas. Assis à la table de la cuisine, ils rejouaient les conversations, les routines et les derniers moments, l'orage, les lumières qui s'éteignent, le bruit de la pluie. Rien ne se détachait comme un avertissement. Rien ne semblait inachevé. Cette absence d'explication devint sa propre forme de tourment. Au cours des jours suivants, les recherches s'étendirent puis se contractèrent lentement. Les volontaires retournèrent au travail. Les machines agricoles reprirent possession des champs. La terre reprit sa routine, indifférente aux questions qu'elle renfermait. Les adjoints remplirent des rapports, des notes furent prises. La courte pointe resta répertoriée comme un bien manquant et non comme une preuve. La maison devint plus silencieuse à chaque heure qui passait.
Les assiettes restaient inutilisées. Les chaussures ne bougeaient pas de leur place. Les parents commencèrent à comprendre que quoi qu'il se soit passé, cela n'avait laissé aucune trace visible. Et dans cette prise de conscience, une peur plus profonde commença à se former, celle qui suggérait que la vérité n'attendait peut-être pas juste derrière le champ voisin, mais qu'elle était enfouie quelque part de bien moins visible. À la fin de cette semaine, l'affaire avait un nom et un numéro de dossier, mais guère plus. Pas de suspect, pas de témoignage confirmé, pas de direction claire. Ce qui avait commencé comme une seule nuit de questions sans réponse se cristallisait déjà en quelque chose de plus lourd, de non résolu. Et sous chaque supposition que les sœurs pourraient revenir d'elles-mêmes, se cachait un doute grandissant et silencieux, un doute qui persisterait longtemps après que la ferme soit retombée dans le silence, et longtemps après que la courte pointe disparue ait cessé d'être mentionnée. Dans les semaines qui suivirent de la disparition, l'enquête ne trouva jamais son rythme. Le peu d'urgence qui existait les premiers jours s'estompa lentement, remplacé par des tâches administratives routinières et des hypothèses façonnées par l'époque. Il n'y avait aucun témoin pouvant situer les sœurs ailleurs que sur leur propre propriété. Aucun voisin n'avait entendu de cris. Personne n'avait vu de véhicule entrer dans l'allée ou en repartir précipitamment. L'orage de cette nuit-là avait effacé les quelques empreintes qui auraient pu exister dans la terre, ne laissant rien d'utilisable. À l'intérieur de la maison, les adjoints documentèrent ce qu'ils purent. Les portes et les fenêtres ne montraient aucun signe d'effraction. Les tiroirs n'avaient pas été ouverts. Le mobilier était exactement à sa place. En 1976, les outils de la police scientifique étaient limités, surtout dans les comtés ruraux. Il n'y avait pas de traitement systématique des empreintes digitales, pas de test ADN, aucun moyen de tirer un sens de ce qui semblait être un espace intact. L'absence de preuves fut interprétée non pas comme un avertissement, mais comme un réconfort. La police d'État fut notifiée et envoya une petite équipe en renfort. Ils sillonnèrent les routes secondaires, s'arrêtant dans les fermes voisines, posant encore et encore les mêmes questions. Quelqu'un avait-il vu les sœurs partir? Quelqu'un leur avait-il offert un trajet? Y avait-il des hommes inconnus travaillant dans les parages? Ils vérifièrent les camps de travailleurs saisonniers et parlèrent à ceux qui avaient déjà commencé à se déplacer. Des noms furent notés. Des adresses furent à moitié vérifiées. Rien ne correspondait. Alors que les jours se transformaient en semaines, l'attention se détourna du terrain lui-même. Sans preuve de violence, les enquêteurs commencèrent à privilégier des explications qui nécessitaient moins d'action. Fugue. Départ volontaire. Un malentendu qui se résoudrait de lui-même une fois que les sœurs reprendraient contact. Cela ne fut jamais dit ouvertement, mais l'orientation des questions était claire. La famille le sentit immédiatement. Les rumeurs commencèrent doucement, comme toujours dans les petites communautés. Quelqu'un suggéra que les sœurs s'étaient disputées avec leur père et étaient parties en colère. Un autre laissa entendre l'existence d'un petit ami dont personne ne savait rien. Un vagabond de passage aperçu dans une station-service à des kilomètres de là fut brièvement mentionné, puis oublié. Chaque histoire avait le même effet. La responsabilité s'éloignait de l'inconnu pour se rapprocher du foyer, des personnes qui souffraient déjà. Les parents se défendaient dès qu'ils le pouvaient. Ils montraient les chambres intactes à l'étage, les vêtements préparés pour la semaine suivante, les notes épinglées sur le tableau de liège de la cuisine, des rappels sur les livraisons de fourrage et les rendez-vous.
Ce n'étaient pas les signes de jeunes femmes planifiant de disparaître, mais leur insistance se heurtait à des hochements de tête polis et à un scepticisme silencieux. Les chambres des sœurs se figèrent dans le temps, les lits faits, les chaussures alignées contre le mur, une veste encore accrochée au dossier d'une chaise. Personne n'avait le cœur de déplacer quoi que ce soit. Les adjoints firent une dernière ronde, puis cessèrent de demander à voir la maison. Il n'y avait plus rien à y trouver. Quelques semaines après la disparition, un propriétaire voisin mentionna quelque chose lors d'une conversation anodine avec un adjoint. La nuit de l'orage, il avait remarqué des phares se déplaçant lentement près de la route qui bordait la ferme des sœurs. Cela n'avait pas semblé urgent à l'époque. Des véhicules inconnus traversaient parfois la région, surtout pendant la saison des semailles. Au moment où il en parla, le détail lui semblait même insignifiant. Le rapport fut rédigé, ajouté au dossier et jamais suivi. Aucune chronologie ne fut établie. Aucune description du véhicule ne fut enregistrée. L'orage avait fourni à tout le monde une explication commode pour une mémoire floue. La courte pointe disparue refit surface dans les documents, listés parmi les objets personnels non retrouvés. Aucune emphase, aucune spéculation. Elle resta classée comme un bien et non comme une preuve. Il n'existait aucun cadre pour l'imaginer autrement. À la fin de l'automne, le périmètre de recherche s'était effondré. Les efforts officiels ralentirent, puis s'arrêtèrent. L'affaire fut reclassée comme personne disparue sans indice d'acte criminel. Cette désignation eut des conséquences. Les ressources furent réaffectées. Les pistes ne furent plus suivies avec urgence. Le dossier fut placé dans une armoire où d'autres affaires non résolues attendaient silencieusement. L'hiver arriva tôt cette année-là. La neige recouvrit les champs, effaçant les dernières traces visibles de l'endroit où les sœurs avaient vécu et travaillé. La ferme devint plus silencieuse. Les corvées prenaient plus de temps avec moins de bras. Les parents vieillirent visiblement, le poids de l'ignorance se manifestant par de petites touches cumulatives. Le sommeil devint difficile. Les conversations tournaient autour des mêmes questions sans réponse, puis tombaient dans le silence. Chaque appel téléphonique apportait un mélange d'espoir et d'effroi. Chaque coup à la porte semblait lourd, mais les jours passaient sans nouvelles, puis les semaines, puis les mois. Parfois, un indice arrivait. Quelqu'un pensait avoir vu une femme ressemblant à l'une des sœurs dans un autre comté. Un employé de relais routier se souvenait avoir servi deux filles qui semblaient nerveuses. Chaque piste était notée, brièvement vérifiée et écartée. Aucune ne put être confirmée. Aucune ne ranima l'enquête. Au fil des ans, l'affaire perdit même ses rumeurs. De nouvelles familles s'installèrent dans la région. Des voisins plus âgés décédèrent. Les adjoints qui avaient travaillé sur l'enquête initiale prirent leur retraite ou furent mutés. Les noms des sœurs restèrent dans le système, mais plus personne ne les prononçait activement. À l'intérieur de la maison, rien ne changea. Les parents gardèrent les chambres exactement comme elles étaient. Ils croyaient que si les sœurs revenaient, elles ne devaient pas se sentir étrangères. Mais le temps avançait, qu'ils le veuillent ou non. La ferme exigeait du travail. Les saisons allaient et venaient. Le chagrin se transforma en quelque chose de plus calme, de plus lourd, de plus permanent. Au moment où l'hiver céda la place à un autre printemps, il était clair que ce qui s'était passé cette nuit-là n'allait pas se révéler facilement. L'affaire était devenue une affaire classée avant même d'avoir été réellement ouverte,
Et quelque part sous le langage officiel des classifications et des dossiers se cachait une vérité plus profonde, que personne ne comprenait encore, attendant patiemment que le monde passe à autre chose et que la Terre garde ses secrets enfouis. Chaque affaire sur cette chaîne est plus qu'une simple histoire. Elle est construite sur des archives réelles, des faits vérifiés et des vies qui méritent qu'on se souvienne d'elles. Chaque épisode nécessite près de 15 jours de recherche et d'innombrables nuits blanches à la quête de la vérité. Si vous voulez que nous continuions à lever le voile sur ces mystères, prenez un instant pour aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et nous dire en commentaire quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus touché. Votre soutien nous permet de continuer ce travail. Et si vous souhaitez voir d'autres affaires classées résolues, vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Maintenant, revenons à l'affaire. Les années passèrent d'une manière qui semblait à la fois lente et impitoyable. La ferme resta là où elle avait toujours été, mais tout autour d'elle changea. Les cultures variaient avec les saisons, le maïs cédant la place au soja, le soja au maïs. Les clôtures furent réparées, puis réparées à nouveau. Le toit d'une grange s'effondra un hiver sous le poids de la neige et fut reconstruit le printemps suivant, planche par planche. La terre poursuivait son œuvre, indifférente à l'absence qui persistait en son centre. Les parents restèrent. Pendant longtemps, ils crurent que partir serait comme un abandon. Chaque matin commençait avec le même espoir silencieux que quelque chose pourrait changer, qu'une lettre pourrait arriver, qu'un appel téléphonique viendrait, que quelqu'un saurait enfin quelque chose. Au fil des ans, l'espoir ne disparut pas. Il se rétrécit. Il devint plus fragile, plus facile à blesser. Les voisins changèrent. Certains déménagèrent pour le travail. D'autres s'éteignirent tranquillement, leur maison vendue, leurs souvenirs de cette nuit d'été emportés avec eux. Les gens qui avaient autrefois fouillé le champ côte à côte n'existaient plus que comme des noms rappelés imparfaitement. Les récits perdirent leurs détails, les chronologies s'estompèrent. Ce qui restait constant, c'était la question sans réponse. Le bureau du shérif changea aussi. Des adjoints prirent leur retraite. De nouveaux prirent leur place. Les systèmes de classement furent mis à jour, puis mis à jour à nouveau. L'affaire des sœurs survécut à chaque transition, mais de justesse. Elle resta non résolue, incontestée et intacte, à moins que quelqu'un ne s'y intéresse, et de moins en moins de gens le faisaient chaque année. À la fin des années 1980, les indices commencèrent à provenir de plus loin. Une femme dans un autre État pensait avoir vu l'une des sœurs travailler dans un restaurant. Un chauffeur de camion affirma avoir reconnu leur visage sur un panneau d'affichage d'une ère de repos des années auparavant. Chaque piste ravivait brièvement et douloureusement les espoirs des parents. Les enquêteurs faisaient le suivi quand ils le pouvaient, mais la piste se terminait toujours de la même manière. La femme était quelqu'un d'autre, le souvenir était erroné. Les dates ne coïncidaient pas. Dans les années 1990, la science médico-légale changeait la façon dont les cas de personnes disparues étaient résolus. Les bases de données ADN s'étoffèrent. De vieilles preuves furent réexaminées. Des affaires classées à travers le pays trouvèrent un nouveau souffle grâce à des technologies qui n'existaient pas auparavant. Mais cette affaire n'avait rien à offrir. Pas d'effets personnels retrouvés, pas de scène de crime confirmée, pas de matériel biologique conservé de la nuit où les sœurs avaient disparu.
Le progrès passa à côté d'elle sans la remarquer. La ferme vieillit en même temps que ses propriétaires. La santé du père déclina en premier. Il cessa de travailler lui-même les champs, engageant de l'aide quand il le pouvait. Il passait plus de temps assis à la table de la cuisine, fixant la même fenêtre par laquelle il avait regardé le matin où il avait réalisé que ses filles étaient parties. Quand il mourut, la question de ce qui leur était arrivé resta sans réponse, enterrée avec lui. La mère vécut plusieurs années de plus. Elle garda la maison telle qu'elle avait toujours été. Les chambres des sœurs restèrent intactes. La poussière s'accumulait lentement, délibérément, comme si elle respectait l'immobilité. Elle parlait souvent d'elle, parfois à des visiteurs, parfois à personne. Elle crut jusqu'à la fin que savoir était encore possible, que la vérité finissait toujours par refaire surface. Quand elle s'éteignit, il ne restait plus personne qui se souvenait des sœurs enfants, personne qui pouvait décrire leur routine sans se référer à de vieilles photographies. La ferme fut vendue peu de temps après. La maison changea de main. De nouveaux occupants s'y installèrent, ignorant combien de souvenirs les murs renfermaient. L'affaire ne persistait plus que sous forme de paperasse. Un mince dossier, quelques rapports dactylographiés, des notes manuscrites jaunies sur les bords. L'orage, le camion toujours garé, la courte pointe listée parmi les objets manquants. Chaque fait restait techniquement intact, mais vidé de son contexte par le temps. C'est à cette période qu'un détail commença à refaire surface discrètement, non pas comme une preuve, mais comme un souvenir. La courte pointe. Des membres de la famille, en triant les affaires après le décès de la mère, trouvèrent de vieilles photographies. Sur plusieurs d'entre elles, la courte pointe était visible, drapée sur une chaise, pliée au pied d'un lit, suspendue brièvement à une corde à linge en été. Elle n'était pas décorative, elle était pratique, lourde, indubitablement faite à la main. La courte pointe avait été assemblée à partir de lambeaux de la vie à la ferme. Chemises de travail, vieilles robes, morceaux de tissu qui portaient l'histoire dans leur usure. Elle était unique d'une manière que les articles fabriqués en usine ne le sont jamais. Quiconque la connaissait pouvait l'identifier instantanément. Cette unicité lui donnait un poids émotionnel, mais toujours aucune valeur juridique. Ce n'était pas la preuve d'un crime. Ce n'était la preuve de rien, sinon d'une absence. Les affaires classées ne disparaissent pas d'un seul coup. Elles s'amenuisent. Elles perdent leurs témoins. Elles perdent leur urgence. Elles perdent les personnes qui s'en souciaient le plus. L'affaire des sœurs suivit ce schéma à la lettre. Elle ne fut pas négligée. Elle fut simplement dépassée par le temps. Au début des années 2000, le dossier était rarement ouvert. Quand il l'était, il semblait incomplet. Des noms mentionnés sans explication, des pistes référencées sans résultat. Les adjoints qui le consultaient n'avaient aucun lien personnel avec la ferme, la famille ou la terre. Pour eux, c'était une histoire sans résolution. Et pourtant, la terre demeurait. Les champs étaient toujours cultivés. Les fossés de drainage coupaient toujours les limites de la propriété. De vieilles structures furent démolies ou reconverties. De nouveaux propriétaires travaillaient le sol sans savoir ce dont il avait été témoin. Mais la terre n'oublie pas facilement. Elle conserve des strates. Les perturbations s'y inscrivent différemment. Les lieux où quelque chose s'est produit semblent souvent inchangés, même des décennies plus tard. La disparition des sœurs subsistait en toile de fond de l'histoire de la région, refaisant surface occasionnellement dans les conversations,
généralement suivi d'un silence. Les gens se souvenaient que quelque chose s'était passé. Peu se rappelaient les détails. Moins encore se souvenaient de la courte pointe. Au moment où la technologie rattrapa enfin les questions que posait cette affaire, il ne restait presque plus rien à examiner. Pas de corps, pas de preuves conservées, juste une histoire qui refusait de disparaître complètement. Et pourtant, elle attendait, non pas dans des bases de données ou des rapports, mais dans des détails négligés, dans des registres fonciers jamais croisés, dans des souvenirs qui n'avaient jamais été correctement interrogés, dans un seul objet manquant qui avait été écarté pendant des décennies comme étant sans importance. L'affaire restait suspendue entre le passé et le présent, ni active ni close, attendant que quelqu'un la regarde différemment, que quelqu'un demande pourquoi deux femmes dont la vie était enracinée en un seul lieu s'étaient volatilisées sans laisser de traces, attendant le moment où la Terre, enfin remuée à nouveau, rendrait peut-être quelque chose. En 2016, l'affaire était classée depuis plus longtemps qu'elle n'avait jamais été active. Elle n'existait plus que comme une mince archive au sein d'un système d'État désormais rempli de milliers de disparitions non résolues, beaucoup d'entre elles plus anciennes que les personnes chargées de les examiner. Cette année-là, le Michigan avait discrètement mis en place une unité spécialisée dans les affaires classées. Sa mission ne portait pas sur des crimes célèbres, mais sur des disparitions liées à des terres rurales, des lieux où l'isolement, le temps et le manque d'archives avaient permis aux réponses de s'évanouir. Le dossier des sœurs fut exhumé dans le cadre d'un examen plus large. Au premier abord, il ressemblait à des dizaines d'autres. Pas de corps, pas de scène de crime, pas de suspect évident. Mais alors qu'un jeune inspecteur parcourait les rapports originaux, quelque chose dans les conclusions lui semblait dissonant. L'hypothèse que les sœurs s'étaient enfuies était apparue très tôt et n'avait jamais été sérieusement remise en question. Elle avait orienté toute l'enquête, malgré des preuves qui la contredisaient silencieusement. L'inspecteur releva des détails qui avaient autrefois paru anodins, mais qui semblaient désormais déplacés. Les sœurs dépendaient financièrement de la ferme. Elles n'avaient accès à aucune somme d'argent importante. Aucun retrait, aucun compte clôturé, aucune tentative d'accéder à des fonds après leur disparition. Leurs effets personnels avaient été laissés sur place, y compris leurs papiers d'identité et les vêtements nécessaires pour un voyage. Plus révélateur encore, les animaux avaient été abandonnés en pleine routine. Quiconque avait grandi dans une ferme en activité comprenait ce que cela signifiait. On ne laisse pas le bétail sans surveillance, sans un plan. On ne s'en va pas, tout simplement. À mesure que le dossier était réexaminé, les lacunes devenaient flagrantes. Des pistes n'avaient jamais été croisées. Des noms apparaissaient une seule fois pour ne plus jamais être mentionnés. Une note, longue d'à peine un paragraphe, retint son attention. Un ouvrier agricole avait brièvement travaillé dans une propriété voisine durant l'été 1976. Il avait un casier judiciaire dans un autre État. Il avait quitté le Michigan quelques semaines après la disparition des sœurs. Le détail avait été consigné, mais jamais relié à quoi que ce soit d'autre. Grâce à des outils de cartographie modernes et au registre foncier, les enquêteurs reconstituèrent la zone telle qu'elle existait au milieu des années 70. Les limites des propriétés avaient changé. Des dépendances avaient été démolies ou reconverties.
Ce qui semblait distant sur le papier était, en réalité, assez proche pour avoir de l'importance. Le lieu de travail de l'ouvrier agricole jouxtait un terrain qui, à l'époque, était peu surveillé et mal documenté. En 1976, personne n'avait songé à s'interroger sur son départ soudain. L'unité des affaires classées commença à retrouver les témoins encore en vie. Beaucoup étaient âgés. Certains avaient déménagé, d'autres étaient décédés. Les entretiens furent menés lentement, avec précaution, sachant qu'après 40 ans, la mémoire est fragile. Mais des schémas émergèrent. De petits détails se répétaient dans des voix différentes, des détails qui n'avaient jamais été juxtaposés auparavant. Un voisin se souvint avoir aidé à déplacer des débris sur une propriété adjacente des années plus tôt. Il s'en rappelait clairement car c'était inhabituel. Le propriétaire avait prétendu qu'il y avait eu un accident de bétail et avait demandé de l'aide pour enterrer rapidement du matériel endommagé. Sur le moment, cela ne parut pas suspect. Les fermes gèrent des accidents en permanence. Mais en croisant ce souvenir avec de vieux calendriers et des registres météorologiques, l'événement se situait à quelques semaines de la disparition des sœurs. Un autre entretien livra un détail qui glaça les enquêteurs. Une femme âgée se souvint avoir vu une courte pointe suspendue dans une grange qui n'appartenait pas au propriétaire des lieux. Elle ne pouvait expliquer pourquoi cela l'avait marquée, seulement que l'objet semblait hors de propos, trop soigné, trop familier. Elle s'en souvenait parce qu'elle avait fait un commentaire à l'époque, demandant d'où elle venait, et la réponse qu'elle avait reçue lui avait semblé évasive. Cette courte pointe était portée disparue depuis la nuit où les sœurs s'étaient volatilisées. Pendant des décennies, elle n'avait existé que comme une note de bas de page dans le dossier. Maintenant, pour la première fois, on en parlait non plus comme d'une simple couverture, mais comme de toute autre chose. Les enquêteurs commencèrent à se poser une question que personne n'avait posée auparavant. Pourquoi une courte pointe aurait-elle quitté la maison si les sœurs s'étaient enfuies? Et si elle n'avait pas été prise pour son confort, à quoi aurait-elle pu servir? Ce changement de perspective transforma toute l'affaire. Une lourde courte pointe, faite à la main, pouvait servir à porter un poids, à dissimuler des formes, à étouffer un son, à transporter quelque chose sans attirer l'attention. Une fois que les enquêteurs s'autorisèrent à la voir ainsi, l'affaire passa d'une disparition ambiguë à un possible crime dissimulé. L'urgence s'intensifia avec l'âge des témoins. Chaque entretien semblait être la dernière chance de capturer un souvenir avant qu'il ne disparaisse à jamais. Les enquêteurs agirent rapidement mais méthodiquement, croisant les déclarations avec des archives historiques, des données météorologiques et des titres de propriété. Des schémas invisibles lorsqu'ils étaient isolés devinrent impossibles à ignorer une fois alignés. Le passé de l'ouvrier agricole fut réexaminé en détail. Ses anciennes accusations, ses comportements, ses déplacements. Son départ du Michigan, autrefois considéré comme une coïncidence, paraissait maintenant délibéré. Il était parti sans préavis, sans laisser d'adresse, sans raison connue, et personne ne lui avait demandé où il allait. Avec suffisamment d'éléments concordants pour justifier une action, l'unité demanda l'autorisation de procéder à des fouilles limitées. Un géoradar fut requis pour des zones spécifiques identifiées grâce aux témoignages et aux changements historiques du terrain. Le processus d'approbation fut lent. Les terres avaient changé de main, les permissions devaient être obtenues, les attentes étaient gérées avec prudence. Après 40 ans, personne ne promettait de miracle. Lorsque l'équipement fut enfin déployé, les enquêteurs savaient
qu'ils luttaient contre une autre forme de temps. Le sol se tasse, les preuves se dégradent, mais les perturbations laissent souvent des signatures, bien après que leur cause a été oubliée. Les zones autrefois utilisées pour un enfouissement ou une dissimulation retournent rarement complètement à leur état naturel. Alors que les scans du radar commençaient, l'affaire passa officiellement de dormante à active. Pas publiquement, pas de manière spectaculaire, mais en interne, tout changea. Les enquêteurs ne se demandaient plus si quelque chose s'était passé, mais quoi et où. Pour la première fois depuis des décennies, les noms des sœurs étaient prononcés régulièrement lors des réunions. Leur routine était reconstituée. Leur dernier mouvement connu était débattu. La courte pointe, autrefois ignorée, était désormais au centre de chaque théorie. Il n'y avait encore aucune certitude, aucune confirmation. Juste un cercle qui se resserrait autour d'une vérité qui avait attendu bien trop longtemps. Et tandis que la Terre était enfin interrogée avec les outils et l'attention qu'elle n'avait jamais reçus, il devint clair que les réponses restantes étaient proches. Assez proches pour perturber le sol. Assez proches pour forcer un homme qui avait vécu tranquillement pendant des décennies à se souvenir d'une nuit qu'il avait espéré ne jamais voir refaire surface. Les recherches progressèrent avec prudence, presque à contre-cœur, comme si toutes les personnes impliquées comprenaient le temps déjà écoulé et la faible marge d'erreur qui restait. La dépendance se trouvait sur une parcelle voisine, abandonnée depuis des années, sa fonction oubliée, son plancher déformé par l'humidité et l'usure. Rien de spectaculaire, rien de caché. Simplement un lieu négligé, comme tant de choses liées à cet été-là. Les enquêteurs ne se précipitèrent pas. La structure fut documentée centimètre par centimètre. Des échantillons de sol furent prélevés. De vieilles planches furent soulevées lentement, une par une, révélant des strates qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des décennies. Ce qu'ils cherchaient n'était pas évident. Après 40 ans, rien ne l'était jamais. C'est sous une section du plancher, près du coin arrière du bâtiment, que quelque chose apparut enfin. Pas entier, pas reconnaissable au premier coup d'œil. Juste des fragments de tissu enfoncés profondément dans la terre, enchevêtrés avec des racines et des débris. Les morceaux étaient petits, décolorés et fragiles, mais il s'agissait sans équivoque de textiles. Lorsque les fragments furent disposés et photographiés, le poids de l'instant s'abattit silencieusement sur l'équipe. Les motifs n'étaient pas aléatoires. Ils étaient familiers. Les enquêteurs sortirent des photos d'archives de l'album de famille, des images prises des années avant la disparition. La comparaison fut immédiate et indéniable. Le style de couture, les combinaisons de tissus, des chutes de chemises de travail et de robes autrefois portées par les sœurs elles-mêmes. Ce n'était pas n'importe quelle courte pointe, c'était celle qui avait disparu avec elle. Les fragments furent mis sous scellé et envoyés pour analyse. Les attentes de la police scientifique étaient mesurées. Personne ne croyait qu'un ADN intact pourrait survivre à 4 décennies dans un sol humide, mais même des preuves dégradées pouvaient parler. Les fibres furent examinées au microscope. Les motifs d'usure suggéraient une exposition prolongée à l'extérieur plutôt qu'un simple abandon. Il y avait des signes de déchirement,
pas de décomposition. Les bords étaient irréguliers, arrachés sous la force plutôt que coupés nettement. Du matériel biologique était présent, mais le temps l'avait réduit au-delà de toute identification complète. Pourtant, il racontait une histoire, un contact humain, une pression, un mouvement, des conditions compatibles avec la détresse plutôt que le repos. La courte pointe n'avait pas été emportée doucement. Elle avait été utilisée, malmenée, déchirée. Pour la première fois, la disparition des sœurs franchissait un seuil irréversible. Ce qui n'était qu'une théorie avait maintenant une confirmation physique. La courte pointe n'avait pas disparu parce qu'on l'avait prise pour se réconforter. Elle avait été prise parce qu'elle avait servi un but. Les enquêteurs se tournèrent de nouveau vers l'ouvrier agricole. Il était âgé maintenant, menant une vie tranquille, son passé largement ignoré. Lorsqu'il fut à nouveau interrogé, le ton changea. Les preuves furent posées devant lui sans accusation, sans urgence. Juste des faits, du tissu, de la terre, du temps. Au début, il nia tout. Il prétendit ne pas se souvenir des sœurs, affirma avoir quitté l'État pour des raisons sans rapport, soutint que la dépendance n'avait rien à voir avec lui. Mais la mémoire a ses limites et la pression les expose. Des détails lui échappèrent. De petites corrections contredirent ses déclarations antérieures. Une familiarité avec des lieux qu'il prétendait ne pas connaître. Une connaissance de routine qu'il n'aurait pas dû avoir. Confronté au fragment de la courte pointe, quelque chose bascula. L'explication sur laquelle il s'était appuyé pendant des décennies, le silence, ne suffisait plus. Les preuves ne lui demandaient pas d'avouer, elles attendaient. Les aveux vinrent lentement, de manière décousue. Il parla de l'orage, d'avoir vu les sœurs cette nuit-là, de leur avoir proposé de les raccompagner alors que la pluie s'intensifiait. Au début, il présenta cela comme de l'aide, de l'inquiétude, mais l'histoire s'assombrit à mesure qu'elle se déroulait. Il admit des intentions qui n'avaient jamais été innocentes. Un contrôle qui avait dégénéré en violence lorsque l'une des sœurs s'était débattue. La lutte avait été brève, mais chaotique. La courte pointe était à proximité, prise dans la maison plus tôt, réutilisée en un instant, sous l'emprise de la peur et du désespoir. Elle avait servi à maîtriser, à étouffer, à cacher ce qui était déjà allé trop loin. Quand ce fut terminé, il paniqua. La courte pointe devint la solution à un problème qu'il ne savait pas comment défaire. Il décrivit avoir déplacé les corps à la faveur de l'obscurité, utilisant des terres familières pour ne pas attirer l'attention. La dépendance, la zone de drainage au-delà, des lieux modifiés plus tard par la météo et les travaux, effaçant lentement ce qu'il avait fait. Il parla d'avoir déchiré la courte pointe, essayant d'éliminer ce qui le reliait à cette nuit. Mais le tissu se souvient du stress. Le sol se souvient des perturbations. Lorsque les enquêteurs lui demandèrent de leur montrer où, il ne résista pas. La terre vers laquelle il les mena semblait banale, une zone de drainage peu profonde qui avait été remaniée au fil des ans, des cultures plantées et récoltées d'innombrables fois. Pas de repères, pas de signes. L'excavation commença avec précaution. Elle ne dura pas longtemps. Des restes partiels furent découverts, fragmentés, dégradés, mais humains, positionnés d'une manière qui correspondait à son récit. Des objets compatibles avec les vêtements des sœurs furent trouvés à proximité, une confirmation supplémentaire s'ajoutant aux aveux. Il n'y eut aucun soulagement dans la découverte, aucun triomphe. Seulement
la reconnaissance silencieuse et pesante que la vérité était restée enfouie assez longtemps pour changer toutes les personnes impliquées. Les restes furent documentés, préservés et envoyés pour identification. L'ADN familial confirma ce dont plus personne ne doutait. Les fragments de la courte pointe furent réexaminés une dernière fois. Ce qui avait été autrefois jugé sans importance se tenait désormais comme le témoin le plus durable de l'affaire. Il avait survécu aux tempêtes, au sol, au temps et à la négligence. Il n'avait pas parlé fort. Il n'avait pas réclamé l'attention. Il avait attendu. Alors que l'enquête touchait à sa fin, l'attention se déplaça de la découverte aux conséquences. Les sœurs n'étaient plus portées disparues. Elles avaient été retrouvées. Et avec cette vérité vint l'inévitable question finale. À quoi ressemblerait la justice après 40 ans de silence? La terre avait livré ce qu'elle pouvait. La courte pointe avait fait ce qu'aucun témoin n'avait jamais fait. Et tandis que l'affaire entrait dans son dernier chapitre, le poids de la résolution se fit sentir non comme un réconfort, mais comme un verdict qui arrivait bien plus tard qu'il n'aurait dû. La confirmation arriva discrètement. Pas d'annonce, pas de moment dramatique où tout prit soudainement sens. Les résultats arrivèrent, comme la plupart des vérités, dans les longues enquêtes, sur papier, précis et sans émotion. L'ADN familial correspondait à ce que les enquêteurs savaient déjà. Les restes partiels retrouvés dans la zone de drainage appartenaient aux deux sœurs qui avaient disparu de leur ferme familiale 40 ans plus tôt. Avec cette confirmation, l'affaire passa de l'incertitude aux archives. Les dates furent mises à jour. Les statuts furent modifiés. Ce qui avait été listé comme une disparition de personnes fut formellement reclassé, clos, avec des conclusions qui ne laissaient aucune place à la spéculation. Les sœurs n'étaient plus perdues dans l'ambiguïté. Elles étaient documentées, identifiées et enfin reconnues par le système qui n'avait pas su les protéger quand cela comptait le plus. L'auteur des faits fut inculpé sur la base de ses aveux et des preuves corroborantes. Mais le temps avait réduit les options. Son âge, sa santé et les limites légales liées à des crimes commis des décennies plus tôt façonnèrent l'issue. La sentence fut mesurée, contrainte par la réalité plutôt que par le désir. Nul ne s'imaginait que la punition pourrait compenser ce qui avait été pris. Ce qui importait désormais, ce n'était pas la sévérité, mais la vérité. Pour les enquêteurs, clore l'affaire n'apporta aucun sentiment de victoire, plutôt un épuisement tranquille, succédant à des années de travail condensées en quelques mois d'urgence. Ils examinèrent le dossier une dernière fois, désormais complet, conscients de la facilité avec laquelle il aurait pu rester non résolu à jamais. Une courte pointe manquante, un détail écarté, un nom écrit une seule fois et jamais réexaminé. La marge entre le silence et la résolution avait été plus mince que quiconque ne l'avait imaginé. Des dispositions furent prises pour la réinhumation des sœurs. Il n'y avait plus de parents en vie pour y assister, plus de familles proches qui se souvenaient d'elles telles qu'elles étaient avant que la ferme ne tombe dans le silence. Mais des parents éloignés vinrent, ainsi que des gens qui avaient grandi en entendant des bribes de l'histoire, sans jamais savoir comment elle se terminait. Les sœurs furent inhumées ensemble, leurs noms gravés dans la pierre, leur date enfin complète. La cérémonie fut simple. Il ne s'agissait pas de tourner la page, comme on le dit souvent. Il s'agissait de reconnaissance, de corriger les registres, de donner à deux vies,
autrefois réduite à la rumeur et à la supposition, la dignité de la certitude. Parmi les objets rendus à la famille se trouvaient les fragments préservés de la courte pointe. Ils n'étaient plus nécessaires comme preuve. Leur rôle dans l'enquête était terminé, mais leur signification avait changé. Ce qui avait été autrefois considéré comme une simple couverture avait porté la vérité quand rien d'autre ne le pouvait. Le tissu était fragile maintenant, ses bords usés par le temps et la terre, mais toujours reconnaissable, toujours indubitablement le leur. Dans les derniers jours, les enquêteurs parlèrent de l'affaire en privé, de la facilité avec laquelle elle aurait pu rester enterrée, du nombre d'autres dossiers qui reposaient intacts, attendant que quelqu'un pose la bonne question. La disparition des sœurs n'avait pas été résolue par chance. Elle l'avait été par l'attention, par la volonté de regarder à nouveau ce qui avait déjà été vu et de décider que cela méritait un second regard. La ferme elle-même n'avait plus le même poids. Ce n'était plus un lieu défini par l'absence. La terre avait été fouillée, interrogée et enfin comprise. Quoiqu'elle ait gardé pendant des décennies, elle l'avait rendue quand on le lui avait demandé de la bonne manière. Le silence qui l'entourait autrefois fut remplacé par un dossier, par des faits, par une histoire, écrite assez clairement pour perdurer. La justice, dans ce cas, arriva tard, trop tard pour apaiser le chagrin des parents, trop tard pour changer le destin des sœurs. Mais elle arriva néanmoins, fondée sur la vérité plutôt que sur la spéculation. Leur histoire n'était plus inachevée. Elle n'appartenait plus à la rumeur ou à la mémoire défaillante. En fin de compte, rien dans cette résolution ne fut spectaculaire. Elle fut sobre, documentée, finale. 2 sœurs disparues, lors d'un orage dans le Michigan rural, n'étaient plus définies par la manière dont elles avaient disparu, mais par la vérité de ce qui leur était arrivé. Et une courte pointe déchirée, autrefois négligée, devint le fil qui maintint l'histoire en suspens assez longtemps, pour qu'elle puisse enfin être racontée.